je donne la parole au professeur Boukara. Merci, Monsieur le Président. D'accord. Merci, Monsieur Boulaïch, pour cet exposé que j'ai trouvé vraiment très académique et bien présenté. D'accord, où tout est d'accord explicité en matière d'accord d'état de l'art, des travaux que vous avez faits, puis vous avez terminé avec une conclusion et des perspectives. Cela dit, j'ai quelques petites questions à vous poser. D'accord, une de mes premières questions, c'est quand on fait un travail comme ça, bon, vous utilisez un mot-clé qui est attaque. Attaque, d'accord. Lorsqu'on voit dans votre attaque, c'est pas suffisant attaque comme mot-clé. Attaque de sécurité. Attaque, non, c'est bien de suppression de paquets. Ouais. Attaque, tu sais, c'est pas suffisant comme un mot-clé. Oui, on ajoute sécurité, attaque de sécurité. Là, je dois ajouter le terme voilà. Sécurité. Moi, j'ajouterai de suppression, d'accord. Puis maintenant, je vais à un certain moment, vous dites que sécuriser les protocoles de routage contre une variété d'attaques. J'aimerais bien savoir quelles sont les attaques auxquelles vous avez tenu compte. Les différentes, quelques attaques ou quelles sont les attaques? Oui, l'attaque de modification. Donc, en utilisant les deux Mac, un attaquant ne peut pas modifier un message. C'est le premier type d'attaque. Deuxième type, un attaquant ne peut pas injecter un paquet pour des buts de consommer l'énergie ou bien la bande passante, etc. Pourquoi il ne peut pas? Parce que chaque paquet envoyé dans le réseau est authentifié en utilisant l'adresse MAC, le code MAC 1. Donc, c'est le deuxième type d'attaque. Le troisième, la régénération. Un attaquant ne peut pas régénérer des messages parce que chaque paquet a un identifiant. Troisième type d'attaque, attaque de suppression, soit sélective ou bien. Donc, c'est un ensemble d'attaques, 4 ou plus. On va aller directement aux attaques vis-à-vis des protocoles d'authentification des accusés de réception que vous envoyez. Des acquittements. Des acquittements. Pardon? Des attaques sur les acquittements, comme ça. Des attaques? Sur les acquittements? Sur les acquittements, oui. Des attaques sur les acquittements. Vous avez utilisé, dans les acquittements, vous avez utilisé, d'accord, une authentification qui est basée sur un algorithme de hachage, oui. Qui est, en d'autres termes, qui est MD5. Oui. Et que c'est ça. Pourriez-vous répéter la question? L'algorithme de hachage. MD5, utilisé. Ah, oui, oui c'est ça. C'est un algorithme, on l'appelle de hachage. Ah, oui, qui s'appelle MD5. MD5. Ah, d'accord, c'est ça. Dans cet algorithme de hachage, qu'est-ce que vous mettez comme information? C'est maintenant ce message haché, qu'est-ce que porte un paquet, d'accord, d'un accusé de réception comme information? Ah, ok. Ici, c'est un exemple, comme ça. Un paquet d'acquittement ne transporte pas de payload. Il n'y a pas de. Donc, c'est juste un en-tête. Le MAC 1, voilà ici, le MAC 1 est calculé sur l'en-tête pour authentifier le paquet de saut à saut. D'accord. Le MAC 2, c'est ça le très important, sur le champ MAC 2, il est calculé sur le message reçu. C'est-à-dire le message envoyé par une source. Donc, supposons un malveillant a changé quelque chose. Donc, cette information sera transportée dans ce champ MAC 2 vers une source. Donc, le paquet d'acquittement transporte une information très importante vers une source. Je ne sais pas ce que c'est ça votre question. Non, ma question c'est de savoir comment vous avez établi, puisque c'est vous qui avez établi, d'accord, un accusé de réception. Sinon, je voulais encore en venir plus, c'est mal les fragilités, ou la fragilité de ce type, d'accord, de protocole d'authentification, d'accord, c'est aussi ce qu'on appelle l'attaque par de man in the middle. C'est-à-dire quand quelqu'un vient intercepter au milieu, d'accord, peut-être je modifie rien, mais j'ai quand même, d'accord, de l'information. Intercepté. Donc, ici, on n'a pas introduit la notion de la confidentialité dans l'échange des messages. D'accord.
Une autre question que vous avez. En quoi le routage géographique réduit le nombre de messages de contrôle diffusés, surtout quand on fait de la diffusion? Quand on fait de la diffusion, je ne sais pas où est la réduction, parce que diffuser, c'est envoyer à tout le monde. Donc là, qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai pas terminé. On n'a pas tendance à comprendre qu'il y a une optimisation dans la diffusion, d'accord, puisque vous avez un nœud, il fait de la diffusion, d'accord, à tous les nœuds voisins, qui à son tour fait ceci, et vous affirmez qu'il y a, d'accord, que le nombre de messages de contrôle transmis, on est réduit et optimisé. Voilà, je voudrais que vous me répondiez à cette question. En quoi il est réduit? Ce que j'ai voulu dire dans cette notion, c'est que le routage géographique minimise le nombre de messages de contrôle diffusés. Donc, ce que je voulais dire ici, ce sont les messages de contrôle d'établissement des chemins. Ok? Ce sont les nombres de messages diffusés vers tous les réseaux. Ce n'est pas seulement dans le voisinage, diffusés vers le voisinage. Ce sont tous les messages. Oui, mais comment, c'est ça ma question, comment on justifie un petit peu là en 2 mots, là en 3 mots, d'accord, comment effectivement d'économie, moi je me suis dit, on va en l'absence d'algorithme de ce qu'on appelle de routage. Oui, comme il n'y a pas la notion de construction de route. Dans les réseaux filaires, il y a un algorithme de routage, d'accord, qui est établi à partir d'une table de routage et qui joue un petit peu sur l'optimisation. Mais dans le cas de la diffusion, mais je vous demande, je ne dis pas que c'est faux, je ne vous demande pas de m'expliquer en quoi il y a une optimisation et une réduction. Oui, en ce sens. Il est réduit comme il n'y a pas la notion de construction de route, entre 2 nœuds distants, bien sûr. Comme il n'y a pas une pré-phase pour la construction de route. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le protocole, la famille du protocole, tout entier, a réduit cette tâche. Donc, quand on élimine une tâche préalable, donc on a gagné du temps, on a réduit le nombre de messages. Si vous prenez, quand on fait de la simulation, d'accord, vous prenez je rejoins un petit peu, d'accord, mon collègue Bardet, sur les hypothèses de simulation. Est-ce qu'on peut les reprendre? Le tableau, il y a les hypothèses de simulation. Voilà, ici, là, d'accord? La première. Voilà. Le rang de transmission, que vous avez mis, rang de transmission, je préfère, moi, dire rayon de transmission que rang de transmission. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Un rang, dans la langue française, ça veut dire autre chose. Un rayon, oui, c'est. Et puis, donc, vous avez utilisé par moment 30 mètres d'accord? Ah, ça c'est dans les. D'accord, la deuxième. Oui. C'est la deuxième contribution. Ouais. D'accord. Quand vous avez, là où vous avez 30 mètres, c'est si vous faites un petit calcul rapide, vous revenez là où il y a 30 mètres de transmission et vous avez, je crois, le nombre de nœuds. À 130 mètres. En fait, c'est un compromis entre la taille. Ici, on a utilisé une taille un peu réduite, 30 mètres, 100 mètres et 100 mètres. Oui, j'ai vu voilà, on peut augmenter la taille, la surface, et on augmente de même le rayon de transmission. D'accord. C'est pas quand on prend comme ça les surfaces de simulation, il faut faire très vite un petit calcul. C'est quel est le déploiement optimal pour couvrir toute cette surface. Oui. Ça, c'est déjà un élément de réponse. D'accord. On ne se dit pas, pour la question, d'accord, de M. Bardet, vous lui dites, voilà, moi j'ai pris, d'accord, une surface de simulation de 100 sur 100, et puis je me dis avec un rang de transmission de 30 mètres, en principe, je me dis sur 100 mètres, je peux en mettre, d'accord, 3 ou 4 sur ceci. C'est à partir de là, parce que sinon, si on a peu, d'accord, il peut y avoir, d'accord, ou là s'ils sont isolés, il peut y avoir des nœuds qui ne peuvent pas communiquer entre eux. Ah, oui. Des nœuds isolés. Et ma question aussi ici, quand vous avez des nœuds isolés, qu'est-ce que vous en faites? Ah, oui. Qui ne sont pas dans la portée, d'accord, du rayon de transmission des nœuds. Est-ce que vous avez pris en charge ces questions? Les nœuds injoignables? Oui. Les nœuds injoignables, oui. Dans la deuxième contribution, si oui. Oui.
pardon, injoignable, c'est-à-dire déconnecté complètement du réseau, c'est ça? D'accord. Injoignable. Est-ce que injoignable, c'est-à-dire déconnecté complètement du réseau? D'accord. Puis, je vais un petit peu discuter un petit peu de vos conclusions. Vous concluez que l'énergie moyenne, d'accord, consommée, est fonction de temps. C'est une des conclusions que vous tirez. En conclusion... Là, sans regarder, quoi. Le temps est déterminant dans la consommation. Moi, je dis c'est presque évident. Est-ce qu'il faut faire une étude pour tirer cette conclusion? Dans la première, deuxième dans la deuxième Dans contribution. l'une de vos... d'accord. Il y a cette conclusion. Il y a l'autre conclusion. D'accord, quand vous dites, d'accord, l'énergie consommée dépend du nombre de nœuds. La densité, c'est-à-dire. Hein? La densité. Non, ici c'est parce que plus il y a des nœuds, parce que par moment, plus il y a des nœuds, mieux c'est. Mais d'accord. Par moment, moins il y a de nœuds, mieux c'est. Alors qu'en fait, ça veut dire c'est de trouver en fait, qui est une question qui est très difficile, qui est posée, quel est le nombre de nœuds, d'accord, nécessaire pour une optimisation, d'accord, pour couvrir une zone ou bien une région. C'est plutôt ça la question critique. Mais quand vous dites comme ça, c'est pas suffisant. Est-ce que un lecteur qui lit ça, il va se poser la question, est-ce que s'il y a beaucoup de nœuds, c'est mieux ou peu de nœuds? Ok, oui. Non? Oui, c'est tout à fait. Pardon? Ok, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, effectivement, la notion de densité est importante. Sinon, voilà, je suis d'accord, satisfait pleinement de vos résultats et de vos travaux. Je vous félicite. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Boukram. Nous continuons la discussion. Je donne la parole au docteur Semcheddine de l'Université de Sétif. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens à remercier et féliciter le candidat pour la clarté de son exposé, ainsi l'organisation du document. Sinon, donc, j'ai quelques questions, plutôt quelques remarques. Je commencerai par quelques remarques là où il y a des fautes de frappe dans le document. On prend un exemple, donc la page 36. Donc ici, le sous-titre B, donc on trouve le nom des auteurs. Donc il fallait peut-être mettre le nom du protocole, non? En fait, les protocoles la sous-section les B. auteurs, oui, les auteurs n'ont pas mis un acronyme pour le protocole. Donc c'est pour ça que j'ai mis les noms des auteurs directement. Oui, parce que c'est le même cas pour la page 45. Oui, c'est la même chose. D'accord. Alors, la page 45. Ah oui, c'est le travail de Bardèche. Comment? C'est la contribution de M. Bardèche. Oui, il n'a oui. pas mis un acronyme pour sa contribution. Non, non, ma question, donc oui, c'était par rapport à ça, mais j'ai une deuxième remarque. Donc, concernant la dernière section, là, 2.5.1.3, donc vous parlez du protocole de routage HSR. hybride, c'est ça? HSRP, c'est ça? Non, je parle du sous-titre. C'est le protocole de routage hybride. Ah, hybride, oui. Il fallait peut-être rajouter sécurisé, non? Ok. Et on ne parle pas de protocole de routage hybride seulement, puisqu'ici par la suite tu mentionnes tous les protocoles qui ont été proposés dans la littérature. Donc ce qui justifie en quelque sorte la remarque de M. Bardet Bey, donc concernant c'est-à-dire les références. Sinon, donc, le nom que tu as donné à la proposition, donc c'était le mot highly secure, etc., et tu utilises le mot robuste. Je ne sais pas ce qu'on peut dire que la solution est vraiment robuste.
à un point où on peut donner un nom pareil. Résiste. C'est-à-dire dire highly secure, ça veut dire qu'elle est efficace et elle est robuste, donc elle peut garantir ou bien remédier à tout type d'attaque, non? Ouais. Est-ce que tu peux aller sur la diapo 17? Oui. Alors, ici, le message 1, il est envoyé en clair. Message 1, celui de la source vers le nœud. Oui, il est envoyé en clair. On n'a pas introduit. Mais ça pose pas de service problème. sécurité, confidentialité. Ça On pose peut pas. l'ajouter. Comment? On peut l'ajouter, juste crypter le message MSJ. Donc, on n'a pas introduit la notion de confidentialité pour développer le protocole H. C'est que je vais faire. Mais c'est un problème. Ça veut dire que si je l'envoie en clair comme ça. Oui, c'est juste de le crypter. C'est pas Comment? pas une contribution qu'on doit intégrer directement parce qu'on peut juste encrypter le message, c'est tout, avec la clé partagée, secrète partagée. La diapo 19. Bon, ici, donc tu considères que le nœud I4 est un nœud malicieux. Oui. C'est ça, donc il a fait une suppression de paquets. Donc il y a deux cas. Soit, donc on a ici l'acquittement du nœud E4 a été perdu. E4 et 5 et 6. Pardon, soit Donc l'acquittement du nœud intermédiaire E4. Voilà, celui-là. L'acquittement, il est perdu. Ça veut dire que le nœud source n'a pas réussi l'acquittement du nœud intermédiaire 4. Pardon, donc l'acquittement ici est perdu par rapport à quoi? Par rapport au lien de communication. À cause de quoi? Oui. Ce n'est pas important. L'essentiel est que l'acquittement n'a pas été réussi. Si, dans l'approche, si on reçoit l'acquittement I5, ça signifie que l'acquittement I4 a été perdu. C'est tout. Mais si on ne reçoit aucun acquittement, I4, I5, I6, donc il y a un problème ici. Non, je pose la question autrement. Ça veut dire qu'ici, le nœud I4, Oui. donc il n'a pas envoyé son acquittement. Et ça peut être dû à deux choses. C'est-à-dire soit le paquet a été supprimé, Par qui? soit le nœud est tombé en panne. Étant? Tombé en panne, ça veut dire qu'il y a une rupture de lien. Et comment on va faire la différence maintenant? Donc, si le paquet a été perdu, donc il y a plusieurs causes en fait. C'est pas seulement il y a insuffisance d'énergie, etc. Il y a plusieurs causes. Donc, mais dans notre approche, ce n'est pas important quelle est la cause. C'est pour ça, dans la perspective, nous avons mis l'hypothèse de définir un nouveau type de paquet erreur. Oui, Comme mais ça. est-ce que... Donc, ici. Oui. Si l'acquittement a été perdu, donc il y a deux choses. Soit le nœud E4 est un nœud malicieux, soit c'est E3 qui est un nœud malicieux, qui a ses premiers paquets. Donc c'est pour ça qu'on a défini la liaison. Est-ce que c'est juste là? Est-ce que c'est juste désolé le nœud I4 du fait qu'il n'a pas pu envoyer l'acquittement? C'est-à-dire, lui, il ne joue pas le rôle d'un nœud malicieux. Malheureusement, donc, il n'a pas assez d'énergie, peut-être bon, je n'ai pas assez d'énergie, donc je parle toujours de panne transitoire. Ça veut dire qu'il y a une panne bad. Et ce sont les causes qui dégradent un peu l'efficacité de l'approche. Voilà. Donc, on a mis ça dans la conclusion, dans la perspective, etc. D'accord. Alors, la diapo 23. Alors, donc, je reviens sur la deuxième hypothèse là. Donc, bon, il y avait une discussion, un débat là-dessus, mais ce qui me gêne ici, c'est
l'échange des énergies des voisins. Donc, vous dites que c'est-à-dire c'est dynamique. Donc, il y a chaque période de temps, donc il y a un envoi et un échange. Oui. Mais vous savez très bien que dans un réseau de capteurs sans fil, ce type d'échange est déconseillé presque. Oui, c'est un compromis entre le temps d'envoyer des messagers. Non, c'est-à-dire si tu mets à jour les énergies des voisins de cette façon, avec échange périodique, ça veut dire que tu vas augmenter la consommation des énergies des capteurs. Et c'est ça c'est pas bien pour le réseau. Oui, c'est déconseillé. Oui. Donc cette hypothèse, à mon avis, donc il faut la revoir de près. Oui, on peut calculer l'énergie résiduelle d'un voisin d'autre façon. Par exemple, il y a un algorithme qui capture le trafic, il calcule le nombre de messages envoyés, par exemple, par un voisin ou bien un Russie, et fait des calculs localement sans envoyer des messages de messagers. Donc c'est une solution. C'est pas évident. C'est une solution. La diapo 27. 27. Est-ce que tu peux m'expliquer la formule numéro 3? Le coût là, des arcs. Cette formule a été tirée d'un travail de M. Evan. Evanovich. A été tiré. Donc, l'essentiel, le principe, c'est que il a fait une étude, dans l'article, et c'était dans la thèse, il a fait une étude et a conclu que l'énergie moyenne, bien optimale, de transmission d'un nœud vers une destination qui n'est pas voisine, bien sûr, est donnée par la formule suivante. Donc, les détails de calcul sont dans l'article. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? La formule qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie optimale, minimale, de transmission d'un nœud vers une destination qui n'est pas voisine, est donnée par la formule suivante. Donc, il a montré tout ça dans l'article. Donc, si j'aurais ce coût-là, donc je peux dire que ce chemin est optimal, c'est ça? Et là, on a supposé, dans notre cas, on a supposé que le chemin... Non, à partir de cette formule. Ça veut dire que si je calcule le coût de la source vers la destination, il suffit d'utiliser cette formule pour dire que est-ce qu'il est optimal ou pas. Oui, on peut juger ça. On peut juger est-ce que le chemin ou bien l'énergie consommée est optimale ou non en utilisant cette... il faut que le nœud ne soit pas voisin, la destination, il faut qu'elle ne soit pas voisine. Si son voisin, on peut le calculer en utilisant cette formule. C'est son voisin. D'accord. La diapo 32. Donc ici, vous parlez d'un débit, une augmentation. La durée de vie. C'est ça? La durée de vie. Non, c'est pas la durée de vie. C'est... La durée de vie. La durée de vie du réseau. Avec le nombre de nœuds dans le réseau. Donc vous parlez quelque part d'un débit. Donc il y a une augmentation de... C'est-à-dire là où il y a une sécurité, là où tu assures, tu intègres le mécanisme de sécurité dans la deuxième solution. La première solution. Ici, le taux de livraison. Oui. C'est ça. Donc tu as dit quelque part qu'il y a une augmentation du débit, mais on assure la sécurité, c'est ça? Débit. Non, on n'a pas parlé du débit. Peut-être byte overhead.
Donc ça veut dire ici, si on prend le cas de fonctionnement, donc il y a un échange de messages. Donc il y a une consommation d'énergie derrière pour assurer la sécurité du réseau en appliquant le mécanisme. Oui. Très bien. Donc tu as dit quelque part que tu assures la sécurité au détriment de consommation d'énergie. C'est-à-dire on consomme plus d'énergie pour assurer cette sécurité. Assurer la sécurité. Exact. Oui, voilà, c'est ça. Donc sinon, à quel point on peut dire que ce compromis est acceptable? À quel point de consommation? Comment? À quel point le niveau de consommation est acceptable pour dire que c'est acceptable, c'est ça? Non, vous avez un compromis entre la sécurité et la consommation énergétique. Oui. C'est ça. Donc, tu essayes d'assurer la sécurité, mais en consommant plus d'énergie. Parce qu'il y a un échange de messages, il y a des mécanismes derrière qui vont consommer de l'énergie des capteurs. Mais à quel point je peux dire que c'est acceptable, ça? C'est-à-dire, je peux dire que ce compromis, il est acceptable. Je peux accepter cette... Le fait que l'application de notre approche de sécurité avec le nouveau protocole de routage géographique donne des résultats meilleurs que le MFR. C'est ici dans la figure, MFR. Elle donne de meilleurs résultats que le protocole MFR sans utiliser aucun mécanisme. À ce point, on peut dire que c'est un compromis acceptable. Je répète. Mais quelque part, il y a un MFR qui est meilleur en termes de latence. Hein? En termes de latence. Du délai de transmission. Latence, oui. Oui. Bon, ça, on n'a pas évalué ça. Non, c'est mentionné. Il y a dans la page 86. 80. C'est la latence moyenne. Et on voit ici clairement que le MFR est meilleur par rapport... Non, ici, c'est sans appliquer l'approche de sécurité. La page 86. Oui. Et c'est sans appliquer l'approche. D'accord. Sinon, une dernière question. Donc, le choix a été par rapport au routage géographique. C'est-à-dire, on peut le tolérer pour les réseaux ad hoc, mais on ne peut pas le faire pour les réseaux de capteurs sans fil. Le routage géographique? Oui. Pourquoi? Vous savez que le routage géographique dans les réseaux de capteurs sans fil, c'est à éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de localisation, de position. Et pour avoir la position, donc il y a des mécanismes qui doivent être utilisés pour avoir la position des nœuds. Soit avec un GPS, soit on envoie l'échange de RSSI. Donc il y a pas mal de techniques. Donc ce type de routage, on l'évite généralement pour les réseaux de capteurs sans fil. Mais on peut l'utiliser pour les réseaux ad hoc. Des fois, il n'y a pas de la contrainte d'énergie. Ça veut dire que le basculement là, je le trouve un peu gênant. La solution, tu l'as proposée dans les réseaux ad hoc. C'est bien. Et géographique, plus précisément, parce que ça marche. Mais basculer directement vers le routage géographique dans les autres capteurs, c'est un peu gênant parce qu'on doit voir de près le routage d'abord, avant de penser à appliquer la solution. C'est-à-dire que c'était bien de voir peut-être l'efficacité de la solution dans d'autres types de routage. Bon, je ne mets pas en évidence le travail est parfait, mais c'est bien de mettre en perspective ce type de point. Okay. D'accord? Sinon, donc, je te félicite une deuxième fois. Donc, merci. Je te souhaite une bonne continuation. Sur ce, je termine. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci, Dr Samcheddine. Avant de passer la parole au professeur Boualouche, je voudrais avoir quelques précisions par rapport au vocabulaire que vous utilisez. Qu'est-ce que vous voulez dire par un nœud honnête? Un nœud honnête? C'est un nœud qui suit les règles
Il suit les règles du protocole. Comment est-ce que, quand on veut commencer une étude, comment est-ce qu'on caractérise, on fait la différence, par exemple, entre un nœud suspect, un nœud malicieux, vous utilisez ce terme, un nœud malveillant, un nœud suspect? Donc, un nœud suspect, c'est un nœud qui potentiellement a dévié du comportement normal. Donc, on n'a pas la preuve que ce nœud a supprimé un paquet, mais c'est un nœud suspect. Ça veut dire qu'on n'a pas la preuve. Donc, c'est un nœud suspect. Et une fois on a la preuve, donc c'est un nœud malveillant, c'est un nœud malicieux. Et quelle différence avec un nœud malveillant? Avec? Un nœud malveillant. Avec qui? Avec le nœud malicieux. Donc, un nœud malveillant, c'est un nœud qui a des intentions malveillantes. Un nœud malicieux, c'est un nœud qui a lancé une attaque. Donc, quelle est la différence? Je ne vois pas qu'il y a une grande différence. Donc, ce sont deux Mais termes, pourquoi on utilise deux termes pour désigner une même oui, vous avez raison, il faut utiliser malicieux au lieu de malveillant, parce que malveillant, c'est un nœud qui a des intentions. Bon, pour votre deuxième contribution, on a beaucoup discuté des hypothèses que vous avez introduites. D'abord le principe. Regardez, c'était quel... voilà. Le principe, est-ce que ce n'est pas quelque chose de naturel, cette démarche? Exploiter la position des nœuds voisins. Si on veut trouver... C'est naturel dans la mesure où on a calculé l'ensemble, ce n'est pas un seul. Donc, dans les travaux précédents, évidemment, les positions sont exploitées, mais pour choisir un seul nœud. Dans notre nouvelle approche, on a exploité pour calculer un chemin. C'est ça la différence. Au lieu de choisir un, on a choisi un chemin. D'accord. Et est-ce que les hypothèses que vous présentez ici, est-ce qu'elles sont toutes naturelles? Oui, tout à fait. La première, c'est que les nœuds capteurs sont statiques. Ils sont distribués des fois par un hélicoptère. Donc la deuxième, chaque nœud connaît sa position. Donc, en fait, il y a une pré-étape de localisation, soit par des GPS, soit par un algorithme de localisation. La troisième, c'est logique, chaque nœud possède un rayon de transmission maximal R. Moi, je vois que ce sont des hypothèses normales. Est-ce qu'il ne manquerait pas une initialisation sur les nœuds, justement, par rapport à ce que oui, c'est ça. Il y a une étape d'initialisation. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tous les nœuds sont sûrs? Ou là, tous les nœuds, on part du principe, d'accord, sont suspects. Et quel est l'avantage de l'une ou de l'autre? Parce qu'on doit partir soit dès le début, on suppose que tous sont sûrs, d'accord, qu'ils n'ont pas été manipulés, ou là, on part du principe que tous les capteurs sont suspects. Sont Suspects. Malhonnêtes. Ah, suspect. Ouais. On part de l'hypothèse que tous les nœuds sont honnêtes. D'accord. Ok. Tu as parlé d'une étude analytique que tu as réalisée. Est-ce que tu peux revenir sur cette étude? Quelle page? L'étude analytique, comment est-ce que tu l'as fait? Analytique ou simulation? Je ne parle pas de la simulation, tu as parlé simulation. d'une étude analytique. Le docteur Bardet-Beit en a fait la remarque. Je n'ai pas compris la question. C'est la validation, la logique BAN. Alors, je n'ai pas, Oui. j'ai pas mis dans les diapos. Oui. Mais est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? L'objectif de l'analyse analytique,
en utilisant la logique BAN, c'est pour prouver les caractéristiques cryptographiques de notre approche. Donc, c'est pour prouver qu'un nœud, s'il ne connaît pas la clé partagée, il ne peut pas fabriquer un message. Ou bien injecter avec 2 fois clés. Donc, c'est ça l'objectif de l'analyse analytique. Bon, je donne la parole au professeur Boualouche. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du jury pour les commentaires qu'ils ont formulés, leurs questions pertinentes aussi. Je félicite le candidat pour le travail réalisé. Je suppose qu'il a répondu de manière très satisfaisante aux questions nombreuses. Moi, je trouve que son travail est très important. La démarche aussi entreprise est très intéressante. En fait, il a effectué une recherche bibliographique bien finée afin d'appréhender la dégradation des performances engendrée par l'implémentation du mécanisme de sécurité, parce qu'il ne servirait à rien de sécuriser un réseau qui ne pourrait pas maintenir une certaine qualité de service ou bien un certain niveau d'énergie, notamment dans les réseaux de capteurs qui conduirait à son effondrement. Voilà, donc sa contribution, je la trouve efficace et robuste. Elle tient compte de plusieurs types d'attaques. Elle tient compte des attaques coopératives, donc lancées par un ensemble de nœuds et non pas individuelles. Elle s'intéresse bien sûr à l'isolation aussi des nœuds malveillants. La solution est générique, etc. Donc c'est une solution qui maintient une certaine qualité de service en termes de débit. Je pense aussi qu'en termes de délai, elle est satisfaisante, elle maintient un certain délai intéressant. Et donc, bon, il ne l'a pas prouvé, mais je pense qu'un simple raisonnement intuitif pourrait conduire à cette conclusion. Et puis, il a mis à l'épreuve son mécanisme de sécurité pour vérifier aussi sa robustesse vis-à-vis de l'énergie en faisant une application sur un protocole de routage géographique qu'il a créé lui-même. Donc voilà, il garantit, donc c'est un protocole, plutôt un mécanisme qui est robuste, efficace, il l'a prouvé, et qui maintient une certaine qualité de service, délai, taux et énergie. Donc il a eu le mérite d'étudier la logique BAN qu'il a appliquée pour la validation, c'est pour la vérification formelle du mécanisme. Hein. Donc c'est pas une évaluation de performance comme c'est mis sur la conclusion. Donc il y a la logique BAN qui permet la vérification et la validation formelle du mécanisme de sécurité, et plus exactement des propriétés cryptographiques du mécanisme. Ensuite, il y a l'évaluation des performances du réseau par l'outil JSIM. Donc on simule le réseau quand il est régi par le protocole, par un protocole de routage, avec le mécanisme proposé. Voilà, j'ai une petite question avec le recul. Il y a la logique BAN qui est quand même célèbre, elle est connue, elle est efficace. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode? Est-ce que vraiment il n'y a aucune perte d'information? Parce que quand on applique une méthode d'analyse de performance qualitative ou quantitative, donc qualitative c'est ce que vous avez fait, donc c'est la logique BAN, est-ce qu'on ne perd pas les informations? Est-ce qu'elle est bonne à 100%? Elle vérifie sans perte d'informations. Je pense que d'après ce qu'on a fait, c'est le cas, on a vérifié. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Je parle en général de cette méthode-là, de cette technique. Oui, je pense qu'elle est bonne, mais il y en a d'autres logiques. C'est le calcul SPI. Oui. On peut le prouver en utilisant SPI. Oui, laquelle Calcul SPI est meilleure? Est-ce qu'on peut... Je pense, à mon avis, c'est le BAN. Ah oui, BAN. Pourquoi? Parce qu'elle a été développée spécialement pour prouver les
Oui, propriétés cryptographiques. oui, oui, il y a d'autres peut-être. Il y a la méthode d'analyse par déduction, etc. Donc, on ne sait pas encore. Hein. Apparemment, même elle a des petites, elle fait des petites, elle présente des failles quand même dans la perte d'informations. Je pense que c'est pas le cas de notre. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, je pense que M. Boulaïch a fait un excellent travail. Je pense qu'au fil des années, durant la préparation de sa thèse, il s'est forgé une expérience solide dans le domaine de la recherche en général, en particulier dans les réseaux ad hoc, les réseaux de capteurs, la sécurité, le routage, etc. Et je le félicite à nouveau et je lui souhaite bonne chance pour la suite. Merci, Monsieur le Président. Je vous rends la parole. Merci. Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui désirent poser une question? Non. Très bien. Dans ces conditions, le jury va se retirer pour délibérer. Je vous remercie.